Bonsoir mesdames et messieurs, il est 22 h. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la conférence internationale de la finance islamique qui s'est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Voilà donc les points qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Sous le haut patronage du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, s'est ouverte aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski la 6e conférence internationale de la finance islamique. Organisée par la Banque centrale de Djibouti, cette conférence a vu la participation des nombreux membres du gouvernement, notamment du Premier ministre Abdelghadel Kamel Mohamed, de la Première Dame Madame Khadra Mohamed Haïd, du Président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Humed, des parlementaires et des membres des corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que plusieurs invités. Cette conférence capitalise les succès enregistrés lors des précédentes rencontres où plus de 250 leaders islamiques de toute l'Afrique et de l'étranger se sont réunis donc pour discuter de nouvelles stratégies visant à stimuler le commerce et l'investissement entre l'Afrique, les pays de l'organisation de la conférence islamique, l'OCI. Le thème retenu cette année évoque la nécessité de libérer le potentiel économique et stratégique de la finance islamique en Afrique. Il s'agit de renforcer les infrastructures financières, le commerce et les investissements en donnant plus de valeur aux actifs ou par des capitaux appelés soukouk. À son arrivée donc, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accueilli par le Premier ministre et le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane. Il était accompagné de la Première Dame du pays, Madame Khadra Mohamed Haïd. La conférence est ouverte donc par une série d'interventions, dont celle du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, du directeur général de la Banque Al-Maghreb du Maroc, Abdelrahim Bouaza, du secrétaire général de l'International Corps AOFI, Dr Hamed Hassan Mera, et de Paul Moutoro, directeur général des autorités du marché des capitaux du Kenya. Tous ont tour à tour exprimé leur point de vue sur la finance islamique, son contexte global, sa croissance, sur la création de plus en plus de banques islamiques en vulgarisant leur réglementation. Rappelons que cette conférence des banques islamiques en Afrique est la 6e du genre à se tenir à Djibouti. C'est un rassemblement novateur qui réunit régulièrement des leaders mondiaux de tous les secteurs d'activité pour stimuler le potentiel de la finance islamique en Afrique. Et dans leurs interventions respectives, le directeur général de la Banque Al-Maghreb du Maroc, Abdelrahim Bouaza, et le directeur général des autorités du marché des capitaux du Kenya, Paul Moutoro, ont affirmé donc que le recours aux banques islamiques devient de plus en plus évident sur le continent africain, mais ces banques doivent s'imposer sur les marchés internationaux. Nous les écoutons. La finance islamique peut être un sujet de collaboration particulier entre la Banque centrale de Djibouti et la Banque centrale du Maroc, dans le cadre de la convention de coopération générale que leurs gouverneurs respectifs ont signé en marge des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale,
à Washington le mois dernier et qui vise à instaurer un cadre formel pour renforcer les échanges et les expériences entre les deux institutions. L'expérience du Djibouti dans la finance islamique, qui a démarré avec l'agrément de la première banque islamique en 2006, présente plusieurs points communs avec l'expérience du Maroc, qui, après avoir fait ses premiers pas en 2007 de manière timide, a été marqué au cours de l'année en cours par l'octroi par la Banque centrale de l'agrément à 5 nouvelles banques pour exercer cette activité et à 3 banques conventionnelles pour disposer de fenêtres islamiques. Ainsi, ces deux expériences, celle de Djibouti et celle du Maroc, se distinguent notamment par la mise en place d'un comité charia national, seule instance habilitée à édicter des avis religieux en matière financière et un cadre de régulation intégré visant à couvrir l'ensemble des questions relatives à la finance islamique pour lui assurer les conditions nécessaires de réussite. Sur un plan plus global, la finance islamique, comme vous le savez, fait aujourd'hui partie du paysage financier international après avoir connu une expansion rapide tant au Moyen-Orient, qui est le berceau de cette industrie, qu'en Asie et en Europe, dont certains de ses capitales occupent une place de premier plan dans ce domaine. Il y a un peu plus de 2 ans, la communauté internationale s'était réunie à Addis Ababa, à quelques encablures de là, pour y définir les objectifs de développement durable et la nécessité de transformer les milliards de financements disponibles pour le développement en milliards de dollars d'investissement. Je ne passerai pas beaucoup de temps à discuter des besoins de financement de la région et du monde. Vous savez tous que ces besoins sont considérables. Selon les estimations de notre institution en 2013, la pénurie d'infrastructures dans les économies en développement se chiffrerait à environ 1000 milliards de dollars américains par an jusqu'en 2020, avec 200 à 300 milliards de dollars supplémentaires par an pour garantir que les investissements dans les infrastructures soient peu polluants. L'Afrique Progress Report 2015 nous rappelle que 620 millions de personnes en Afrique n'ont pas accès à l'électricité et le rapport estime que 55 milliards de dollars par an sont nécessaires jusqu'en 2030 pour répondre à la demande et fournir un accès universel à l'électricité dans la région. C'est donc indéniable que pour satisfaire les besoins de financement immenses, davantage de créativité, de solidarité et de complémentarité est nécessaire, voire indispensable. Et de son côté, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, s'est félicité de la tenue d'une telle rencontre à Djibouti et pour la 6e fois d'affilée. Il s'est déclaré ravi de la qualité des intervenants et des participants. Je vous propose de suivre ses propos. Pour sa 6e édition, notre sommet africain de Banque islamique aura cette année pour thème « Libérer le potentiel économique et stratégique de la finance islamique en Afrique ». Cette problématique sera abordée sous 3 angles. Sous l'angle des soukouk et le financement des infrastructures, sous l'angle de commerce et de l'investissement, et sous l'angle de l'inclusion financière et innovation. Le thème proposé et les sujets qui seront discutés durant ces 2 journées ont toute leur pertinence au regard du faible niveau de développement actuel de la finance islamique sur le continent africain, alors que cette industrie connaît une expansion spectaculaire à travers le monde. En effet, considérée comme marginale à ses débuts, la finance islamique a considérablement évolué et s'impose progressivement comme une alternative crédible au sein des institutions financières et de l'industrie financière internationale. En seulement 40 ans d'existence, la finance islamique moderne a fait une percée spectaculaire et enregistre aujourd'hui une croissance robuste estimée à plus de 17% par an au cours des 10 dernières années. Les actifs générés par la finance islamique, évalués à près de 200 milliards en 2001, dépassent actuellement les 2000 milliards et devraient dépasser les 3500 milliards dans les 3 prochaines années. Dans le même temps, et pour sa part, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a présidé cette conférence, s'est déclaré quant à lui heureux donc d'accueillir pour la 6e année consécutive la conférence annuelle des banques islamiques en Afrique. On écoute le chef de l'État. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Republic of Djibouti is proud to host for the 6th year in a row
the annual Summit of Islamic Banks in Africa. La République de Djibouti est fière d'accueillir pour la 6e année consécutive le sommet annuel des banques islamiques en Afrique. C'est donc un réel plaisir et un moment de fierté pour moi de me réunir à nouveau avec vous pour avancer dans ce noble projet et avancer notre vision commune du progrès économique et social en faisant progresser le développement de la finance islamique en Afrique. Mais avant de poursuivre, j'aimerais prendre un moment et penser à nos frères somaliens qui le mois dernier ont subi le pire et le plus meurtrier attentat terroriste que le pays ait jamais connu. Nous implorons le Tout-Puissant pour apporter son salut éternel aux nombreuses victimes innocentes de cette tragédie et un prompt rétablissement aux nombreux blessés. Notre Oumma continue et continuera d'être affligée et calomniée injustement aussi longtemps que ces actes méprisables sont perpétrés au nom de l'islam par des individus et des groupes lâches et criminels. Nous condamnons dans les termes les plus forts ces horreurs indescriptibles et délibérées qui frappent aveuglement des innocents. Nous ne pouvons et ne devons pas les accepter. Mesdames et messieurs, la présente édition du sommet revêt une importance particulière pour Djibouti, car c'est l'année où mon pays et moi avons reçu le prestigieux Global Islamic Finance Award. Tout en appréciant cette reconnaissance de notre modeste contribution au développement de la finance islamique à Djibouti, c'est aussi le résultat du travail de ce sommet annuel de l'IPSA, qui, année après année, nous apporte une plus grande visibilité internationale. C'est pourquoi je voudrais partager ce prix avec tous les éminents experts qui nous accompagnent dans ce projet. Ce prix est la reconnaissance internationale qu'il nous rend, nous honore, mais en même temps nous impose le défi d'aller au-delà, afin d'ancrer de façon permanente la finance islamique en tant que vecteur de progrès économique et social dans nos pays. Mesdames et messieurs, il serait inapproprié pour moi devant cette auguste congrégation composée de praticiens et d'experts internationaux en finance islamique d'esquisser le développement spectaculaire de la finance islamique, en particulier au cours de cette dernière décennie. La finance islamique doit son succès à ses fondements mêmes et à ses principes de fonctionnement tirés de la charia, qui la met à l'abri du choc et des crises. En outre, son lien étroit avec l'économie réelle et la nature compétitive des banques islamiques, ainsi que leurs produits financiers innovants, expliquent la remarquable performance de l'industrie financière islamique. Ce sont ces deux valeurs intrinsèques à la finance islamique qui l'ont aidé à s'étendre au-delà de sa sphère naturelle. Cette formidable percée mondiale dans la finance islamique et son immense potentiel inexploré nous remplissent d'espoir pour nos objectifs de développement rapide et durable. Mais la question qui se pose avec acuité est la suivante. Pourquoi notre continent lutte-t-il pour attirer ces ressources importantes drainées par la finance islamique, puisqu'il est clair que la pénétration de la finance islamique en Afrique est encore très faible, et 2% selon les sources. Pourtant, l'Afrique abrite la moitié des musulmans du monde. Le temps était révolu où l'Afrique était un spectateur du développement international et dépendait uniquement de l'aide publique au développement pour sa survie. Aujourd'hui, l'Afrique est un continent de forte croissance et loin d'avoir exprimé tout son potentiel, car cela est de bon augure pour les perspectives de croissance et les opportunités d'affaires futures pour tout investisseur. Pas moins de 100 milliards de dollars US par an sont nécessaires pour financer ces investissements. Ainsi, nous sommes à la recherche de ressources, mais à des conditions économiquement et socialement acceptables. Et de cette manière, nous sommes fermement convaincus que la finance islamique est la réponse la plus appropriée. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à ce sommet, car c'est un cadre idéal d'échange et de réflexion pour nous guider dans les voies et moyens à suivre pour lever les différentes barrières au développement de la finance islamique sur notre continent. Pour notre part, nous nous concentrerons déjà sur les principales faiblesses, notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, le renforcement des cadres réglementaires et la formation dans le domaine de la finance islamique. Et le chef de l'État s'est ensuite focalisé dans la seconde partie de son intervention sur les performances économiques de Djibouti qui enregistrent année après année une croissance économique satisfaisante. On réécoute le président de la République. Distinguished participants, ladies and gentlemen, the Republic of Djibouti has experienced strong growth over the past decade.
Mesdames et messieurs les participants, la République de Djibouti a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie, avec une croissance du PIB réel de 6% en 2015 et en 2016, et projetée à plus de 7% pour les prochaines années. Ces performances sont les fruits de notre vision de développement basée sur une économie de services à haute valeur ajoutée, totalement ouverte sur le monde extérieur. Nous avons fait le pari de faire de Djibouti un pôle stratégique commercial et financier à vocation régionale. À cette fin, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars dans les infrastructures portières, routières, énergétiques et de télécommunications et avons procédé à des réformes importantes dans le domaine commercial, fiscal et douanier, ainsi que dans le secteur financier. Ces projets d'infrastructures alimentent la croissance économique de notre pays tout en consolidant les bases de son développement. Mesdames et messieurs, dans cette vision stratégique, Djibouti a choisi de se concentrer sur son secteur financier pour soutenir sa croissance et son développement. Les grandes réformes entreprises ces dernières années pour améliorer le climat des affaires et la réglementation financière ont commencé à porter leurs fruits. La finance islamique à Djibouti est née en 2006 avec la création de la première banque islamique. Aujourd'hui, le nombre d'opérateurs et d'institutions financières continue de croître et de se diversifier tout en continuant à attirer de nouveaux investisseurs. Par conséquent, afin de soutenir pleinement l'expansion et l'influence de notre centre financier, nous accordons une attention particulière à la révision périodique et à la mise à jour des textes réglementaires conformément aux normes internationales. En conséquence, les banques islamiques ont un cadre juridique spécifique complété par la création d'un comité national de la charia. Les banques islamiques, pour leur part, montrent un réel dynamisme qui leur donne une part de marché croissant. L'ancrage de la finance islamique dans le paysage financier de Djibouti est maintenant établi et les performances exceptionnelles des banques islamiques contribuent au développement de notre secteur financier. Honorables invités, nos pays ont fait beaucoup de progrès, mais il reste encore beaucoup de défis à surmonter. La croissance économique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de bâtir une société juste, équitable et prospère où les gens sont au centre de toutes les préoccupations. Pour ce faire, nous devons redoubler d'efforts et investir massivement dans divers domaines stratégiques clés, tels que les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la santé, l'eau, etc. La question se pose du financement approprié et durable de ces investissements et du problème du financement des petites et moyennes entreprises, principaux pourvoyeurs d'emplois et facteurs de création de richesses. En tant que telle, la forte croissance actuelle de la finance islamique dans le monde fournit une réponse efficace et appropriée à nos besoins de financement. Cependant, tout en cherchant à mobiliser des ressources internationales, l'accent devrait être mis sur la mobilisation des ressources disponibles localement. Et à cet égard, il est clair que la contribution des banques locales au financement de l'économie est insuffisante, malgré les réformes entreprises pour améliorer leur environnement d'affaires. En outre, j'exhorte la communauté bancaire à s'impliquer davantage dans le financement de l'économie et les banques islamiques à élargir leur gamme de produits financiers actuellement limitée aux produits islamiques de base. Mesdames et messieurs, les solutions proposées par la finance islamique ne sont pas seulement accessoires ou complémentaires, mais réelles et adaptées à nos besoins. Il est crucial de concentrer les réflexions sur les moyens d'éliminer les obstacles qui entravent son développement rapide. Je reste confiant que votre travail et vos réflexions apporteront les réponses et les idées qui nous permettront d'atteindre cet objectif. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa bénédiction. Amin. Et à l'issue de cette conférence, notre équipe sur place a pu recueillir les réactions d'un des participants à cette conférence en la personne de M. Ali Daoud, directeur du Fonds de développement économique de Djibouti. Nous l'écoutons. Le sommet sur la finance islamique à Djibouti, c'est devenu un classique. Ça fait partie des grands événements de notre pays, où on met en exergue le chemin parcouru dans le domaine de la finance islamique en particulier, et de manière générale aussi, comment faire un bilan rapide de la situation économique du pays. Vous l'avez entendu, les différents intervenants à la tribune officielle ont brossé le tableau de Djibouti, et en des termes plutôt réconfortants et encourageants. Je me rappelle encore de l'intervention de M. Ousmane, le vice-président de la Banque mondiale, qui par le passé a séjourné à Djibouti, et il a donné une lecture très intéressante
parce que c'est un expert. 10 ans après, il retrouve les pays et il disait que nous avions connu une métamorphose littéralement de la situation économique et sociale du pays. Et donc je disais, c'est un événement phare qui donne une visibilité du chemin parcouru par notre pays dans le domaine économique et financier. Et nous allons revenir donc sur cette conférence internationale de la finance islamique avec Ali. Bonsoir Ali. Bonsoir. Donc événement désormais largement entré dans les mœurs chez nous, Ali, et cette conférence internationale sur la finance islamique à Djibouti est dédiée cette année au thème de la libération du potentiel économique et stratégique de la finance islamique en Afrique. Alors Ali, quels sont les enjeux aujourd'hui de la finance islamique? Eh bien, il s'agit là, Ahmad, d'une assise dévolue à l'encouragement sous nos cieux d'un recours général et extensif à l'ensemble des offres relevantes de la finance islamique. Notre société djiboutienne a tendance à recourir très souvent à la finance islamique dans le cadre traditionnel d'acquisition de comptes particuliers et encore à en croire aux spécialistes en économie et en finance. Chez nous, nos compatriotes ne seraient pas très nombreux dans cet élan. C'est pourquoi, dans le cadre des travaux de cette 6e sommet de la finance islamique à Djibouti, l'accent sera particulièrement mis sur les réflexes à entériner et les éventuels instruments, notamment juridiques, à adopter à Djibouti en vue d'un recours maximal à la finance islamique. Comme à l'accoutumée, le sommet international de la finance islamique à Djibouti n'a pas dérogé à sa tradition d'accueillir les plus hauts cadres et responsables mondiaux travaillant dans le domaine de la finance islamique. Alors Ali, peux-tu nous décrire la part que représente la finance islamique sur notre continent? Eh bien, aujourd'hui, la finance islamique s'inscrit dans le décor de nombreux pays africains. Les actifs financiers de la finance islamique représentent 3 000 milliards de dollars à l'échelle mondiale. D'ici 2020, ce chiffre triplera selon les estimations données lors de la 10e édition du Forum mondial de la finance islamique. En République de Djibouti, les banques islamiques ont déjà conquis le marché local. Elles détiennent 20%. Ainsi, Djibouti, qui comptait 2 banques françaises, dispose aujourd'hui de 10 banques, dont 4 culture islamique. Il est à rappeler que les efforts de développement de la finance islamique à Djibouti s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du chef de l'État, visant donc à faire évoluer notre pays dans le sens d'un hub international des finances et des affaires. C'est pourquoi, depuis 2006, Djibouti est à la pointe de la finance islamique sur les continents, et c'est à ce titre que le chef de l'État, Ismaël Marguellé, a reçu le 6 septembre dernier à Astana, capitale du Kazakhstan, le Global Islamic Finance Award GIFA pour l'année 2017. Le président de la République a ainsi reçu ce trophée des mains de son homologue kazakh pour ses efforts dans la promotion de la finance islamique. Le président Guelleh est effectivement à l'origine de l'éclosion du système bancaire à Djibouti, qui a permis donc l'apparition et l'ouverture multiple des banques réagies par la finance islamique. Le numéro djiboutien acquis aussi cette réputation de partisan effréné de la promotion de la finance islamique lorsqu'il fit de notre pays une plateforme privilégiée et un lieu de rendez-vous des réunions et conférences de la finance islamique. Ce prix que le chef de l'État a reçu à Astana au Kazakhstan a été créé en 2011 et réservé aux plus hauts responsables politiques. Ce prix a déjà récompensé par le passé les chefs d'État et de gouvernement de la Malaisie, du Pakistan ou d'Indonésie. Le président djiboutien est le 2e africain à avoir été ainsi honoré 2 ans après Mohamedou Sanous, de émir de Kano au Nigeria. Merci Ali pour cette analyse. Également dans l'actualité, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a élevé ce mercredi 2 parlementaires au grade d'officier dans l'ordre du 27 juin. Il a décoré en premier lieu la députée Safia Elmi au grade d'officier dans l'ordre du 27 juin, une distinction méritée puisque l'heureux récipiendaire a à ses actifs plusieurs propositions de loi. En toutes, 5 propositions ont été faites au profit de la mère et de l'enfant. Elle a beaucoup œuvré à la promotion du genre, à la lutte contre la mutilation génitale féminine et à la protection de l'enfant. L'année dernière, Safia Elmi a été élue au poste de 2e vice-président du Parlement panafricain. Ensuite, le Premier ministre a procédé à la décoration du député Umar Aden Saïd, élevé au grade de l'officier dans l'ordre du 27 juin. Il est le président du groupe RPP à l'Assemblée nationale et cumule la fonction du président du groupe d'amitié Djibouti-Éthiopie. Il est aussi président de la commission pour le compte de l'Assemblée. Il œuvre activement au renforcement de la bonne relation entre Djibouti et l'Éthiopie. Il joue également un rôle très important au sein de l'hémicycle.
Autre nouvelle du pays, le ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Abdelghadel Moussa Helem, s'est rendu en Éthiopie pour participer à la cérémonie de remise de diplôme au contrôleur aérien djiboutien le 6 novembre dernier. La cérémonie donc de remise de diplôme a vu la participation de plusieurs personnalités éthiopiennes et djiboutiennes. En effet, après une année de formation, 17 contrôleurs djiboutiens ont obtenu leur diplôme. La formation a été dispensée par Ethiopian Civil Aviation Authority. La formation donc s'est déroulée au sein du centre de formation de l'aviation civile éthiopienne. Ce centre certifié a acquis donc l'adhésion complète de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Les modules de formation comportaient notamment des exercices théoriques et pratiques de simulation sur le contrôle de la circulation aérienne, à savoir l'air traffic control, ou base encore de l'aérodrome et l'approche air traffic control. Les contrôleurs aériens djiboutiens ont été formés sur un simulateur 3D air traffic control moderne doté de fonctionnalités radar, ADS-B et CPDLC. Ces promotions donc est baptisée promotion Ibrahim Abdullahi Guelleh. Le défunt donc a péri dans le crash de l'avion qui a survolé au mois d'août 2017 à l'aéroport de Djibouti. Il faut rappeler que ce dernier était le premier contrôleur djiboutien. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a tour à tour reçu hier dans son bureau à l'état-major général des armées l'attaché de défense saoudien et l'ambassadrice de Grande-Bretagne. Le général du corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, donc, a reçu en premier lieu l'attaché de défense auprès de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti, le général Ali bin Suleiman. Était également présent à cette entrevue le capitaine Hassan Youssouf, chef du département de la coopération arabe à l'état-major des forces armées djiboutiennes. Djibouti étant membre de la coalition arabe, les deux responsables ont discuté de l'évolution de la situation au Yémen et généralement dans la sous-région. Ils ont aussi évoqué les voies et moyens de renforcer les relations entre les deux armées, et c'est dans ce cadre-là qu'il est notamment soulevé la tenue des prochaines réunions du comité bilatéral des deux armées où seront étudiés de nombreux sujets d'intérêt commun pour les deux armées. Et le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim a ensuite reçu l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Susanna Morid, dont la chancellerie donc se trouve à Addis Abeba. Cette dernière est également la représentante de son pays auprès de l'Union africaine. En pris part à cette rencontre, le consul de Grande-Bretagne à Djibouti, maître Alain Martinez, et l'attaché de défense britannique, colonel Matt Monroe, lui aussi basé à Addis Abeba. Et côté djiboutien, le général Tahir Mohamed Ali, chef d'état-major de la défense, et le général Hassan Ali, conseiller du chef d'état-major général des armées. Les deux parties donc ont abordé plusieurs sujets d'actualité, dont la situation en Somalie et l'implication de Djibouti dans le cadre de l'AMISOM. Madame Susanna n'a pas manqué de saluer le rôle joué par les forces armées djiboutiennes dans la paix de la région. Enfin, il a été aussi question d'établir des relations de coopération entre les deux armées pour plus de coordination. La Grande-Bretagne entend à l'avenir faire profiter l'armée djiboutienne de son expertise en matière de formation. Le général Zakaria a émis donc les vœux de voir cette relation, cette coopération se concrétiser et se développer le plus tôt possible. Il a aussi souhaité un soutien approprié de la Grande-Bretagne dans la formation de l'armée somalienne qui soit donc à même d'assurer la paix et la stabilité dans le pays. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, l'atelier de formation sur la lutte contre la criminalité pharmaceutique organisé par la direction de la police nationale en collaboration avec Interpol est entré dans sa deuxième journée. La session de formation sur les produits donc affectant la santé des consommateurs est dirigée par des experts au camp Idriss Farah Abane à Nagad. L'objectif étant donc de combattre la criminalité pharmaceutique en toute concertation avec tous les acteurs de la société, notamment les douanes, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, la police nationale. Les produits contrefaits sont des substances à risque pour la santé de nos concitoyens et peuvent être la cause de risques de pertes humaines. L'atelier donc est présidé par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, et a regroupé plusieurs responsables des forces publiques, du ministère de la Santé, des douanes, du ministère de la Justice et des experts internationaux venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Le représentant d'Interpol, donc Thierry Tulan, a fait une brève présentation des différentes formes de la criminalité pharmaceutique qui existent donc au niveau mondial et africain, les risques, les formes de combat qu'il faut mener. Et pour sa part, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdullahi Abdi, a expliqué donc les différents dangers que représente la criminalité pharmaceutique à Djibouti, les produits contrefaits circulant donc de nos jours sans limite
islamites et la police nationale qui agit donc avec toutes les forces publiques et du ministère de la Justice pour combattre au mieux ces criminels au niveau national. Le colonel a appelé donc les agents de la police à suivre donc avec beaucoup d'attention cette formation qui est primordiale pour contrecarrer ceux qui veulent nuire à la santé de nos concitoyens. Et rappelons donc que cette formation prendra fin demain, jeudi 9 novembre. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Ali toujours. Alors Ali, la Zambie ne parvient plus donc à endiguer le flot de réfugiés provenant chaque jour de la République démocratique du Congo, voisine, pour échapper notamment à la guerre et au viol. Dans les camps zambiens, on redoute une crise humanitaire prochaine. Eh bien donc les élections post-électorales, plusieurs milliers de citoyens de la République démocratique du Congo ont passé à la frontière zambienne ces dernières semaines pour fuir donc la guerre, les meurtres et les viols. La Zambie peine aujourd'hui à accueillir le flot de réfugiés. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, cette vague est la plus importante depuis 5 ans en Zambie. La plupart des quelques 6000 personnes recensées par les autorités de Lusaka sont originaires des provinces du Haut-Katanga et du Tanganyika, dans le sud-est de la RDC, en proie à des affrontements entre l'armée d'une part de Kinshasa et les milices. Alors Ali, où en est l'action humanitaire des Nations Unies, notamment par le biais du Haut Commissariat aux réfugiés? Eh bien, le HCR a dressé des tentes et des huttes au toit de chacune sur les 56 hectares du camp de transit de Kenani et creusé des puits et des toilettes. L'agence assure aussi fournir quotidiennement 400 grammes de maïs et 60 grammes de riz pour chaque famille. Le climat politique est très tendu dans cet immense pays d'Afrique centrale en raison du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat, selon la Constitution, s'est achevé en décembre. La commission électorale a finalement annoncé le début novembre que la présidentielle se tiendra le 23 décembre prochain. Et donc, toujours dans l'actualité régionale, les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sont au plus mal, Ali. Riyad donc a durci son blocus sur le Yémen après un tir balistique de rebelles Houthis soutenus par Téhéran. Ceux-ci donc menacent de tirer de nouveaux missiles vers le territoire saoudien. Ali. Effectivement, donc les rebelles chiites Houthis ont menacé hier de riposter au durcissement du blocus imposé au pays par l'Arabie Saoudite par des tirs de missiles contre les aéroports et les ports saoudiens et émiratis, exacerbant ainsi la tension entre Riyad et Téhéran, soutien des Houthis. Ces menaces font suite à une déclaration d'une rare violence du prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman Al Saoud, qui a accusé le même jour l'Iran d'agression directe contre son pays après un tir de missile balistique par les rebelles Houthis sur Riyad. Et la situation donc Ali était-elle au même point ou s'est-elle empirée après le lancement de ce missile balistique sur Riyad? La situation est aujourd'hui explosive, Ahmad, depuis le 4 novembre dernier et l'interception au-dessus de la capitale saoudienne d'un missile balistique tiré par les rebelles Houthis soutenus pour le moins politiquement par l'Iran. Et tout de suite, donc après la coalition menée par l'Arabie Saoudite, elle a indiqué qu'elle se réservait le droit de riposter de manière appropriée et au moment opportun. Fin de citation. Depuis mars 2015, Riyad est à la tête d'une coalition de pays sunnites et dont les forces gouvernementales yéménites dans leur guerre contre les Houthis. Le conflit a fait plus de 8650 morts et quelques 58 600 blessés, dont de nombreux civils, et provoqué la pire crise humanitaire au monde selon l'Organisation des Nations Unies. Merci Ali pour toutes ces explications. Et ce phénomène naturel rare qui a fasciné les visiteurs d'une réserve naturelle chinoise, une véritable cascade de nuages s'est ainsi formée dans les montagnes de Shenenlgüja. Une mer donc de nuages est apparue dans une réserve naturelle de Shenenlgüja dans la province du Hubei en Chine en formant une cascade de brume qui tombait du haut de la montagne. Cette scène spectaculaire a eu lieu après de fortes pluies dans le district forestier de Shenenlgüja, un site référencé donc au patrimoine mondial de l'UNESCO et connu donc pour ses forêts vierges et ses montagnes. La mer de nuages a constitué donc à rouler pendant 4 heures, laissant suffisamment de temps à ceux qui souhaitaient la filmer ou photographier. Une couche de nuages qui se forme dans des masses d'air très stables, généralement au-dessus des vallées ou des mers, n'est pas inhabituel dans ces montagnes-là, mais le phénomène de cascade est rarement vu. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.